Et bienvenue dans cette vidéo, on va faire l'analyse linéaire de la scène 6 de l'île des esclaves de Marivaux. Tu peux écouter cette vidéo sous le format de podcast, ce qui te permettrait de réviser où tu veux et quand tu veux pour le bac français 2026. Introduction. L'île des esclaves, comédie en un acte écrite par Marivaux et représentée pour la première fois en 1725, s'inscrit dans le mouvement des Lumières. Cette œuvre remet en question les inégalités sociales et les abus de pouvoir. Dans cette pièce, des maîtres et des valets échouent sur une île gouvernée par d'anciens esclaves. Dans ce lieu étrange, les rôles s'inversent. Les esclaves deviennent maîtres et ces derniers deviennent leurs domestiques. La scène 6 marque un moment important de cette inversion. Les anciens maîtres, contraints de reconnaître leurs torts, sont confrontés au jugement de leurs anciens serviteurs. Ici, Marivaux met en lumière les défauts de la société aristocratique, tout en proposant une réflexion morale sur la justice, l'égalité et la rédemption. Il convient de se demander comment les valets Arlequin et Cléantis, par la mise en abîme du jeu théâtral, s'amusent tout en parodiant leur maître. Il vient de découper ce texte en deux mouvements distincts. D'abord le premier mouvement, les préparatifs du jeu de la ligne 1 à 15, puis le deuxième mouvement, le jeu en lui-même, la parodie des maîtres de la ligne 16 à 38. Mouvement 1. Les préparatifs du jeu de la ligne 1 à 15. Cléantis décide de mettre en place une petite scène où elle et Arlequin joueront les galants. Nous sommes donc en présence d'une mise en abîme où les valets qui ont endossé les habits des maîtres vont à présent les imiter. Le théâtre dans le théâtre est très clair. Mais Cléantis n'est pas une comédienne. Elle joue également ici le rôle de metteuse en scène. Dans une tirade, elle met en place les différents éléments de la scène. Tout d'abord, avec l'emploi de l'impératif promenons-nous plutôt de cette manière-là, elle prend la tête des opérations et indique les gestes à effectuer. De même, elle annonce ce qu'Arlequin va faire au futur. Vous ferez adroitement. Et elle choisit le thème de la scène, une conversation galante. Vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. En donnant la trame de la scène à jouer, elle se fait donc également dramaturge. D'autre part, elle rappelle son rôle à Arlequin et à elle-même, car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure, à la ligne 3. L'inversement des rôles est en place. Ils ont un nouveau statut et ils se comportent désormais comme des nobles. Plus question de familiarité domestique à la ligne 4. L'expression s'oppose par antithèse à procédons noblement. Elle utilise ici l'impératif. Elle indique le début de la scène, le début du théâtre dans le théâtre. Allons, procédons noblement à la ligne 6. Elle donne ainsi des indications de mise en scène à Arlequin, des conseils sur son jeu, n'épargnez ni compliment, ni révérence à la ligne 4. Par la suite, la réplique d'Arlequin indique qu'il essaye de faire comme elle. Et vous n'épargnez point les mines. Et lui conseille d'imiter les nobles qui minaudent. Mais c'est bien Cléantis qui y dirige. Arlequin correspond au personnage joyeux de la Commedia dell'arte, quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons. En utilisant le verbe se moquer, il place immédiatement la scène dans le registre satirique. Il ne change pas de caractère, malgré le changement de costume et de statut social. D'autre part, Arlequin n'a pas vraiment intégré son nouveau statut sur l'île, et il continue à considérer Iphicrate comme son maître. Quand ce ne serait pour nous moquer de nos patrons, il dit à la ligne 6. Il pose ensuite une question sur un aspect de la mise en scène. Garderons-nous nos gens à la ligne 6. Ce qui montre qu'il a accepté que ce soit Cléantis qui mène. Les maîtres apparaissent donc ici comme des figurants. Ils font partie de la pièce. Cléantis répond par une question rhétorique. Pouvons-nous être sans eux? C'est notre suite, à la ligne 7. Tant il semble évident que les nouveaux nobles, Arlequin et Cléantis, devenus Iphicrate et Euphrosyne, en ont besoin pour accréditer leur nouveau statut et doivent avoir une suite. Arlequin
par l'utilisation d'une formule impersonnelle, méprisante pour leur faux valet, donne alors un ordre, qu'on se retire à 10 pas, à la ligne 9. Le pronom personnel indéfini on est ici significatif. Il nie leur identité individuelle. Mis à distance, Euphrosyne et Iphicrate n'ont plus droit à la parole et n'interviennent pas en tant que comédiens. On a dit qu'ils étaient figurants, mais ils ont aussi le statut de spectateurs. Ils sont contraints de regarder leurs valets, les imiter, comme le montre la didascalie, s'éloignent en faisant des gestes d'étonnement et de douleur. Cléantys regarde Iphicrate et Arlequin Euphrosyne. La scène est humiliante pour eux et fait partie du dispositif prévu par l'île des esclaves, qu'ils prennent conscience de leurs défauts. Deuxième mouvement, le jeu en lui-même, la parodie des maîtres, de la ligne 16 à 38. Les préparatifs étant terminés, la scène peut commencer et les comédiens peuvent débuter leur jeu. Comme prévu, ils vont imiter leur maître, mais sur le ton de la satire, qui consiste à imiter en se moquant. Pour ce faire, les deux valets vont utiliser le langage de la préciosité. C'est Arlequin qui commence en utilisant un sujet banal, le temps qu'il fait. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour, à la ligne 12. Il utilise le titre madame, terme réservé aux nobles. Cléantys va lui répondre en utilisant un terme très utilisé par les précieux. Le mot tendre, il fait le plus beau temps du monde, on appelle cela un jour tendre. Cléantys utilise dans sa réplique une hyperbole, le plus beau temps du monde. Les précieux aiment beaucoup les superlatifs. Elle mentionne un moyen détourné pour parler d'amour, car c'est l'amant qui est tendre, comme le précisera un peu maladroitement Arlequin, quand il dit « Je ressemble donc au jour, madame », à la ligne 14. On retrouve donc dans le dialogue une autre caractéristique du langage précieux, c'est l'évitement de la première personne du singulier. En effet, Arlequin utilise on à la place de je, quand on se retrouve en tête avec vos grâces. À la ligne 17, Arlequin est à ce moment de la scène content de lui-même et de sa trouvaille, et il rit. La scène plutôt sérieuse de Cléantys bascule dans le comique, avec le mouvement d'Arlequin précisé dans la didascalie, et à ce mot il saute de joie, et son rire franc. Ce moment montre que Arlequin n'est pas seulement un comédien dans cette scène, mais qu'il en est aussi le spectateur, puisqu'il réagit au temps comique qu'il a lui-même créé. Cette réaction a pour effet de faire sortir les comédiens de leur rôle, ce que lui reproche Cléantys. Qu'avez-vous donc? Vous défigurez notre conversation, à la ligne 18. Cléantys, qui prend cette scène au sérieux, est déçu de la réaction d'Arlequin. La réponse que lui fait Arlequin est très révélatrice. Oh, ce n'est rien, c'est que je m'applaudis, à la ligne 19. Il l'applaudit, comme le font généralement les spectateurs et les enfants. Cléantys, elle, croit vraiment à l'inversion des rôles et joue son rôle au mieux et reprend alors son rôle de metteuse en scène, par un ordre quelque peu autoritaire. Rayez ces applaudissements, ils nous dérangent, à la ligne 20. Elle accepte ici l'illusion théâtrale et est fâchée que Arlequin brise cette illusion. Après cette interruption fâcheuse, Cléantys revient à son rôle en utilisant le champ lexical de la galanterie. Grâce, galant, douceur, compliment. Elle recentre le jeu par de nouvelles indications édictées au présent simple, dans une énumération. Vous êtes galant, vous vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs, qui a également pour effet de l'accélérer pour en venir à l'essentiel. Mais finissons-en. En voilà assez. À la ligne 26 et 27. Cléantys joue également la scène en accéléré pour pallier les insuffisances d'Arlequin. Ce qui intéresse vraiment Cléantys, c'est de jouer une scène d'amour. Vous m'allez dire que vous m'aimez, à la ligne 24, elle le dit. Elle utilise ici un présent à valeur de futur proche, qui est une nouvelle indication de texte pour Arlequin. Son ton se fait pressant. Dites, monsieur, dites, avec la répétition de l'impératif. Elle imagine ensuite la suite de la scène,
ce qui nous rappelle à nouveau son rôle de dramaturge. On n'en croira rien, vous êtes aimable, mais coquet, et vous ne persuaderez pas, à la ligne 31. Harlequin met du temps à réagir, mais il le fait par un jeu de scène dramatique, comme le montre la didascalie, l'arrêtant par le bras et se mettant à genoux, à la ligne 26. Cette précision participe fortement du comique de geste. D'autre part, le cliché de l'amant au comportement chevaleresque est tourné en dérision. Ses paroles montrent qu'il vient de comprendre ce que lui demande Cléantis, car il utilise un topos de la préciosité. La métaphore traditionnelle des flammes et des feux, faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes flammes et de la sincérité de mes feux, à la ligne 26 et 27. Cléantis réagit comme une belle inaccessible. Elle l'a engagé à lui faire cette déclaration. Vous allez dire que vous m'aimez, je le vois bien. Dites, monsieur, dites. Puis le repousse. Mais ceci devient sérieux. Laissez-moi, je ne veux point d'affaires. À la ligne 28. Elle emploie l'impératif pour le repousser. Laissez-moi, levez-vous. Et une négation montre son rejet. Je ne veux point d'affaires. À la ligne 28. Cette dernière réplique, mais aussi l'ensemble de cette scène jouée par les valets, montre le manque de sincérité des maîtres dans les rapports amoureux. C'est la séduction qui prévaut, plus que les véritables sentiments. La parodie a donc pour objet de critiquer les comportements des maîtres et de leur faire voir leurs défauts pour qu'ils en viennent à se corriger. Mais Harlequin ne tient pas longtemps le jeu et brise à nouveau l'illusion théâtrale. Riant à genoux, le fait est souligné 2 fois, une fois par la didascalie et une autre fois par l'onomatopée. Les valets montrent leur ridicule à leur maître et se révèlent beaucoup plus lucides qu'eux, comme le montre l'antithèse entre bouffon et sage dans la dernière réplique d'Arlequin. Conclusion. Par cette comédie mise en place par la servante Cléantis, devenue à la fois metteuse en scène et dramaturge, les valets s'en donnent à cœur joie. La mise en abîme permet ici un double jeu, celui des comédiens jouant des serviteurs déguisés en maîtres, qui jouent à leur tour une parodie de scène précieuse. En caricaturant leur maître, ils leur donnent à voir leurs défauts. Marivaux place donc les valets au centre de la comédie, ce qu'annonçait déjà le titre de sa pièce, et met en évidence l'intelligence des valets. Ils sont capables d'improviser une scène à partir des observations quotidiennes qu'ils font des travers de leur maître.